Le sommet Reagan-Gorbatchev est sauvé, le journaliste américain Danilov libéré, probablement en échange de l'agent soviétique Zakharov. La majorité sort renforcée des élections au Sénat et en Haute-Garonne. Le PS limite les dégâts, écart de 4 députés à Toulouse. Jean-Paul II condamne les attentats commis à Paris. À 4 jours de sa visite pastorale, le pape affirme sa solidarité avec la France. Ce lundi 29 septembre 1986, voici 556 jours que sont détenus Marcel Carton et Marcel Fontaine, 495 jours que sont détenus Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat, 205 jours de détention pour Aurel Cornéa et pour Jean-Louis Normandin et 145 jours pour Camille Sontag. Il y a toujours 7 otages français détenus au Liban. Madame, Monsieur, bonsoir. 7 otages français au Liban et peut-être 9 ce soir. Marcel Kodari, dont l'enlèvement a été revendiqué la semaine dernière à Beyrouth, est bien français, c'est confirmé. Vous savez qu'il a disparu depuis 5 mois. Et puis hier, en plein Beyrouth, un autre Français, un journaliste, Jean-Marc Sroussi, a été arrêté ou enlevé. Impossible de le dire avec précision ce soir. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il a disparu depuis 24 heures. Philippe Gassot. Jean-Marc Sroussi, 41 ans, travaille à Beyrouth depuis 4 ans. Journaliste, caméraman indépendant, il suit pour différents médias l'évolution de la situation libanaise. Il y a 3 jours, un des membres chrétiens de son équipe disparaît. C'est en allant rendre visite côté musulman à la famille de son collaborateur qu'il est enlevé. Il traverse ici hier soir, venant de l'ouest, le seul passage qui relie les 2 secteurs de Beyrouth. C'est là que des miliciens, qui se disent du groupe Amal, l'interceptent et sont censés le reconduire vers l'est. On ne l'a pas revu. Oui, la situation au Liban était probablement au menu des 8 heures d'entretien entre les ministres français et iraniens, plutôt des affaires étrangères. C'était ce week-end à New York, aux États-Unis. En principe, on a surtout parlé de la normalisation des relations entre Paris et Téhéran. Mais en 8 heures, on peut imaginer que d'autres sujets ont été abordés au cours de ces entretiens qualifiés de très utiles et de très amicaux. Le sommet Reagan-Gorbatchev se précise avec le règlement tout à l'heure du préliminaire essentiel, la libération du journaliste américain Danilov, accusé d'espionnage par Moscou. Le journaliste américain a quitté maintenant l'Union soviétique, une libération qui ressemble fort à un échange puisqu'il devrait croiser l'agent soviétique Zakharov, réclamé lui par le Kremlin. Dans cette affaire, derrière le bruit des mots, c'est donc la négociation et le compromis qui l'ont emporté. C'est sans doute le prix de la prochaine rencontre Reagan-Gorbatchev. Nous venons tout juste de recevoir les premières images du départ de Nicolas Danilov. Les voici commentées par Martine Laroche-Joubert. C'est cet après-midi seulement que Nicolas Danilov a été averti de sa libération. Encore vêtu de ses vêtements de prison, on lui a rendu son passeport avec son visa et sa carte de presse. Je quitte ce pays avec peine plutôt qu'avec colère, déclare-t-il. Mais Nicolas Danilov n'est pas d'origine slave pour rien. Avant de partir, il a lu un poème de la télévision soviétique qui transmet ses images à censurer le son. Voici le texte de ce poème. Au revoir Russie mal lavée, un pays d'esclaves, un pays de lords, et vos bleus uniformes de gendarmes et vos gens qui entendent tout, peut-être au-delà des montagnes du Caucase. Je me cacherai de vos pachas et de vos yeux qui voient tout, et de vos oreilles qui entendent tout. Avec sa famille, Nicolas Danilov a quitté ce soir l'URSS, probablement pour toujours. Voilà donc pour le départ proprement dit du journaliste américain de Moscou. Je vous propose de voir maintenant comment les Américains ont appris la nouvelle de sa libération. Pour cela, nous retrouvons Jacques Abouchard à Washington. Bound for Frankfurt, West Germany, and on board are Mr. and Mrs. Nicholas Danilov. C'est à Kansas City, au cours d'un meeting électoral, que Ronald Reagan vient d'annoncer la libération de Nick Danilov. Pour parvenir à ce dénouement positif, George Shultz et son collègue soviétique se sont livrés à un véritable marathon. 4 rencontres cette semaine, la dernière hier soir à New York a duré 3 heures, et pour la première fois les 2 ministres ont échangé une poignée de main devant les photographes. C'était un indice favorable. Sur quelle base l'accord s'est-il fait? Jusqu'à présent, c'est le silence. Les Américains ne voulaient pas d'un échange avec le fonctionnaire soviétique de l'ONU Zakharov qui est accusé d'espionnage. Ils obtiennent satisfaction. Reste le cas des 25 diplomates russes de l'ONU expulsés par les États-Unis. Est-on arrivé à un compromis sur cette affaire? On l'ignore à l'heure actuelle. La seule certitude est qu'un obstacle majeur vient d'être levé sur la voie d'un sommet Reagan-Gorbatchev. Rien ne s'oppose plus désormais à ce qu'il se tienne avant la fin de l'année, ici même à Washington. D'autant plus qu'un certain rapprochement des points de vue est enregistré sur le dossier crucial du désarmement.
Alors justement, dans ce que l'on appelle la détente, avec donc en arrière-plan ce sommet Reagan-Gorbatchev, tout est affaire de signes et de symboles. Témoin par exemple la visite organisée ce week-end par des responsables militaires soviétiques. Pour la première fois, ils ont autorisé des journalistes occidentaux à visiter leur principal site d'essai nucléaire. C'est un signe des temps probablement. Patrick Esther. Une vaste étendue désertique dans le Kazakhstan. Voici comment s'est présenté aux yeux des journalistes occidentaux arrivés en avion l'un des endroits les plus secrets de l'URSS. C'est ici, dans ce polygone de 150 km de côté, qu'ont été testées les bombes atomiques soviétiques jusqu'au 25 juillet 1985. Un train de wagonnets, une galerie qui pénètre sous une montagne dont le sommet s'est effondré au fil des explosions, des roches brisées, pulvérisées. Pour la première fois, à l'invitation des militaires soviétiques, un groupe de journalistes a pu pénétrer dans cette galerie ultra secrète. À l'intérieur, le général Ilenko a rappelé que depuis 14 mois, l'URSS a totalement stoppé ses expériences atomiques en signe de bonne volonté vis-à-vis des USA. Il a également déclaré qu'à quelques mètres de là, une autre galerie plombée pourrait être préparée en 2 mois en cas de besoin. Traduisez, si les Américains poursuivent, eux, leurs essais. Cette visite intervient précisément au moment où l'opinion publique américaine commence à mal comprendre pourquoi chez eux les tests continuent. Demain, dans le Nevada, l'armée américaine procédera au 10e tir de l'année, une bombe souterraine qui pourrait atteindre 150 kilotonnes. Les habitants de Las Vegas, situés pourtant à 160 km, ont été prévenus. Certains gratte-ciel risquent de trembler. Un essai auquel les soviétiques ne sont pas conviés à assister, comme ils le réclament depuis 14 mois dans leur moratoire sur la limitation des armes nucléaires. En France, la majorité satisfaite des élections d'hier, elle garde ses 4 sièges à Toulouse et conforte sa position au Sénat. Le PS, de son côté, limite la casse au Sénat et conserve lui aussi ses 4 sièges en Haute-Garonne. C'est l'enseignement de ce week-end d'élection. Nous allons y revenir en détail dans un instant avec réactions et commentaires. Mais pour commencer, voici les résultats définitifs de ces 2 scrutins, en commençant par la nouvelle répartition au Sénat. Jean-Michel Mercurol. 229 sénateurs pour la majorité, 90 pour l'opposition. La droite a encore accentué sa prédominance hier au sein de la Haute Assemblée. C'est le RPR qui enregistre la plus forte progression et qui devient, avec 17 sièges supplémentaires, le premier groupe du Sénat. Le Parti communiste enregistre la plus forte perte, 9 sièges, et ne conserve qu'in extremis son groupe parlementaire. Le Parti socialiste, lui, recule de 5 sièges, mais stabilité globale de l'UDF qui voit un rééquilibrage en son sein entre les centristes qui perdent 4 sièges et les républicains et indépendants qui en gagnent 5. L'autre élection se déroulait à Toulouse, une élection législative partielle sur le mode proportionnel. Les résultats en sièges donnent 4 sièges pour la liste conduite par Dominique Baudis et 4 sièges pour la liste conduite par Lionel Jospin. Égalité de résultats, mais une différence notable si l'on s'intéresse au nombre de voix cette fois. La liste Baudis, vous le voyez, recueille 45,93% des suffrages contre 37,38% à la liste Jospin. Les grands perdants de l'opération, ce sont les communistes et le Front National qui, avec un peu plus de 6% des voix, n'occuperont aucun siège. Dans l'affaire, ce sont donc les 2 grosses listes qui se partagent le gâteau. Réaction satisfaite d'ailleurs pour les 2 chefs de file. Je me suis présenté devant eux non pas avec des catalogues, avec des discours ou avec des promesses, mais simplement avec un bilan, le travail que j'avais fait, et puis également des projets d'avenir pour Toulouse, pour la Haute-Garonne et pour Midi-Pyrénées. Alors toute la campagne de M. Jospin avait été faite sur le thème Jospin en plus. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Alors justement... Et sur la gauche, mais le turbo. Ça a été un moteur un peu poussif. Je savais que c'était une élection très difficile. On me l'avait assez répété, que j'y courais des risques, que nous pouvions perdre ce 4e siège. Mais nous avons fait une superbe campagne avec tous ceux qui m'ont entouré et nous avons créé un mouvement. Votre autorité sort-elle renforcée ou amoindrie par ce résultat? À mon avis, plutôt renforcée. Parce que le leader d'un parti qui va dans un département dont il n'était pas originaire, en plein été, mener une bataille, à qui on promet qu'il n'aura pas les 4 sièges et qu'il les remporte, je pense que personne n'aura vraiment envie de lui chercher noise.
Des réactions enregistrées, vous l'avez vu, pendant notre soirée spéciale, hier soir, soirée spéciale élection sur Antenne 2, et puis dans notre journal de 13h. Alors bien sûr, de ces élections dominicales, on en a beaucoup parlé cet après-midi lors des journées parlementaires de l'UDF. Pourtant, ce n'était pas l'essentiel du débat. Comme vous le montre ce reportage de Daniel Brem et de Pascal Guimier, d'autres idées flottaient dans l'air de Nancy. Reportage tout de suite, Daniel Brem, Pascal Guimier. Nancy, journée parlementaire. Raymond, Jean, André et Jean-Claude, et bien sûr tous les autres marchant du même pas sur un même quai de gare, une belle démonstration d'unité prodiguée par l'UDF. Un souci devenu presque une obsession après les rivalités affichées au grand jour ces derniers mois. Devant la famille au grand complet, Jean-Claude Gaudin a entonné l'air du rassemblement. Ce qui compte, c'est le succès du gouvernement. L'UDF et le RPR sont dans le même bateau. Avis à ceux qui restent bras croisés sur la rive, une flèche décochée à Raymond Barre. Sans oublier, au passage, une pique adressée à François Léotard et à ses amis. Je ne suis pas sûr que le plus court chemin vers l'Élysée, pour l'un ou l'autre de nos leaders, passe par le dénigrement de ce que représente l'Union pour la démocratie française. Au présidentiel, l'UDF aura un candidat et un seul. Quant à son choix, eh bien, il est remis à plus tard. Seul élément d'un portrait robot qui reste encore à dessiner, cela ne pourra être qu'un homme de grande envergure. L'objectif ne sera pas de se contenter de faire bonne figure au premier tour à côté de Jacques Chirac, mais surtout de gagner au second tour. Avis aux amateurs, un pour tous, mais tous pour un. Corollaire, un pacte avec le RPR pour préparer de bons reports de voix. Comme si Jean-Claude Gaudin était encore hanté par le souvenir des voix égarées entre deux tours. C'était en 1981. Il y avait aussi un comité central aujourd'hui du Parti communiste, le PC, qui n'a, semble-t-il, pas réagi à son échec électoral d'hier soir. C'est un reportage de Serge Misseret. À chaque comité central, la presse est là qui guette l'arrivée des responsables. On épille sur les visages un signe qui pourrait être une indication. Pas très content, Charles Fitterman, pas plus que Georges Marchais d'ailleurs. Sourire soulagé de Paul Laurent, en revanche. Au Sénat, le Parti communiste perd 9 sièges, mais il a réussi à sauver son groupe. Georges Marchais, le premier, est monté à la tribune. Ce matin, il a parlé de la situation économique et sociale de la France, de la situation à l'intérieur du parti, mais pas un mot sur les sénatoriales ou sur les législatives de Haute-Garonne, à peine une phrase. Les membres du comité n'en croyaient pas leurs oreilles. Tout se passait comme si, m'a dit ce membre important du comité central, tout se passait comme si rien ne s'était passé, comme si nous étions encore à 20% d'audience électorale. Pour Georges Marchais, le résultat des sénatoriales n'avait rien de surprenant, puisqu'il traduisait des reculs déjà enregistrés lors des précédentes consultations, inutile d'en parler. Et le résultat de Haute-Garonne, nouveau recul électoral, traduisait une poussée de la droite, comme l'a écrit l'Humanité, donc inutile de s'appesantir sur le sujet. 24 heures de réflexion, une journée d'analyse pour mieux comprendre le sens de ces élections. Est-ce qu'on peut dire ce soir, Paul Amar, que le paysage politique a changé ? Non, même couleur, même relief, même couleur, les Français restent fidèles au bleu RPR-UDF et au rose socialiste avec une préférence pour le bleu. Lionel Jospin ne le conteste pas. Même relief, ces deux blocs, la droite libérale et la gauche modérée, émergent au détriment du Front National et du Parti communiste qui continuent, eux, de s'affaisser. Les contours que les Français ont dessinés le 16 mars 86 n'ont donc pas changé. Le test de Haute-Garonne est sur ce point éloquent. Les électeurs auraient pu exprimer, on l'observe souvent lors d'un scrutin partiel, auraient pu exprimer leur mauvaise humeur ou leur mécontentement à l'égard du gouvernement. Ils ne l'ont pas fait hier. D'abord, explication évidente, parce qu'ils n'ont pas changé d'avis en 6 mois. Ensuite, parce qu'il est trop tôt à leurs yeux, semble-t-il, pour juger l'action du gouvernement. Mais il y a peut-être une autre raison, qui a un nom précis, la cohabitation. Les Français donnent le sentiment de la vivre comme une douce parenthèse, comme un répit, et attendent peut-être la prochaine échéance électorale pour départager franchement les deux camps. Or, cette échéance aura lieu en 1988, et ce sera l'élection présidentielle. Merci Paul, vous avez gagné le droit à une cuillère de sirop. En politique encore, je dois vous signaler que le Conseil d'État vient de donner son feu vert au projet de loi limitant la concentration dans le secteur de la communication, c'est-à-dire le projet de loi Léotard sur l'audiovisuel. Un projet qui pourra donc, en conséquence, être soumis au Conseil des ministres dès ce mercredi. On vient de l'apprendre donc de sources gouvernementales. Le Conseil d'État avec une appréciation plutôt positive sur le contenu de ce nouveau texte.
En décembre 1984, une fusillade faisait 10 morts dans la région de Yengenes, sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie. 10 militants indépendantistes étaient tués, dont les 2 frères de Jean-Marie Tjibaou. L'instruction était en cours, et bien le juge a décidé de rendre une ordonnance de non-lieu en invoquant la légitime défense. L'ordonnance fait état de carence de l'autorité publique dans une société désagrégée. Ce sont donc les mots qui sont employés par le magistrat. C'est ce qui justifie donc aux yeux du magistrat ce choix du non-lieu. Le FLNKS parle de son côté de provocation scandaleuse et de déni de justice. On cherche à exaspérer le peuple kanak, précisent les responsables du FLNKS en France. 2 blessés dans un attentat à Bruxelles, en Belgique, la nuit dernière. Une charge très forte contre le siège du Grand Orient. Plusieurs kilos de TNT qui avaient été dissimulés dans une voiture piégée, garée à proximité de la loge maçonnique. Les 2 personnes blessées l'ont été par des éclats de verre. Heureusement, c'était en pleine nuit. Il n'y a que 2 blessés assez légers. Le terrorisme, c'est un sujet sur lequel le pape a choisi de se prononcer à nouveau quelques jours avant son arrivée en France. Jean-Paul II qui vient d'adresser un message télévisé aux Français. Une déclaration qui éclaire d'un jour un peu particulier sa prochaine visite pastorale en France. Ces jours-ci, chers amis de France, je me suis senti encore plus proche de vous par la sympathie et la prière devant les attentats odieux qui ont tué et blessé des innocents et traumatisé votre pays, pourtant si attaché à la liberté, à la paix et à l'hospitalité. Pour ma part, je viens chez vous avec le message de paix et d'amour que je reçois de l'Évangile, que Jésus a confié spécialement à Pierre et à ses successeurs. Un message qui rejoint le meilleur de chaque conscience. Malgré les épreuves, puisse ce don de la paix et de la fraternité demeurer avec vous, chers frères et sœurs. Je vous bénis de tout cœur. Merci et à bientôt. Oui, en marge du voyage que s'apprête donc à faire le pape en France, Robert Pandreau, le ministre chargé de la sécurité, a décidé de supprimer tous les congés pour les policiers français, et ce jusqu'au 15 octobre prochain. Il est vrai que la police sera sur les dents avec des manifestations telles que la venue du pape, bien sûr, mais aussi la finale du championnat du monde de volley-ball et les fêtes juives du Yom Kippour, c'est le 13 octobre. Une semaine sociale qui débute sur les chapeaux de roue avec la journée d'action de la CGT demain à travers toute la France. Des perturbations qui toucheront essentiellement les trains, mais aussi l'ensemble des services publics. Les raisons de la grève tiennent en 3 termes: salaire, emploi, statut. Sur ce qui marchera et sur ce qui ne marchera pas, voici les précisions d'Ève Méter. C'est à la SNCF que l'on attend les perturbations les plus importantes. Les cheminots CGT, qui commencent la grève ce soir, étant rejoints demain matin par ceux du syndicat autonome. Sur le réseau TGV, ne circuleront qu'un train sur 2, sauf sur les lignes Paris-Lyon, Paris-Lausanne et Paris-Genève, où le trafic devrait être normal. Pour les rapides et les express, la direction de la SNCF annonce 2 trains sur 5 seulement. Pour la banlieue parisienne, les perturbations affecteront notamment les réseaux Paris-Est, Paris-Nord et Paris-Sud-Est, où l'on attend un train sur 3 seulement. Sur les lignes de Paris-Saint-Lazare, Paris-Montparnasse et sur la ligne C du RER, ne devrait circuler qu'un train sur 2. À l'opposé à la RATP, où la CGT est minoritaire parmi les conducteurs de métro, la direction prévoit un trafic pratiquement normal. À l'EDF, il faut s'attendre à quelques coupures de courant. Enfin, au PTT, tous les bureaux de poste seront ouverts. Mais la grève, qui serait le fait de 5% du personnel, ajoutée aux perturbations du trafic SNCF, devrait entraîner un retard dans la distribution du courrier. Oui, j'ajoute que la grève des employés d'EDF à Paris vient de se terminer. Une majorité s'est prononcée tout à l'heure pour la reprise du travail. Qu'y a-t-il dans les archives du fort de Noisy? Il s'agit de ces fameuses archives allemandes dont parle Alexandre de Maranche, l'ancien patron des services secrets français. Il dit en substance qu'on y trouve des informations qui prouveraient que certains résistants, ou soi-disant tels, travaillaient en fait pour l'occupant.
Hier, vous le savez, le ministre de la Défense, M. Giraud, a annoncé que ces archives seraient étudiées et classées pour faire toute la lumière. Réaction il y a un instant de Jacques Chaban-Delmas, qui avait demandé que l'équivoque soit levé après les déclarations justement de M. de Maranche. Tous les résistants, aujourd'hui, sont sous la suspicion d'être des traîtres. Alors ce n'est acceptable ni pour les résistants, ni pour la résistance, ni même pour l'honneur de la France. J'ai donc demandé au Premier ministre, par lettre, jeudi dernier, de faire le nécessaire pour que ces archives de la Gestapo et de l'Abwehr soient dépouillées le plus rapidement possible. Il faut crever l'abcès, savoir la vérité. Nous avons eu des traîtres, des lâches dans la résistance, mais en tout petit nombre. Et je ne doute pas qu'il n'y ait qu'un petit nombre de traîtres supplémentaires, mais il faut savoir. Et le ministre de la Défense a été chargé par le Premier ministre de cette opération, et il a choisi la bonne ligne, et les dispositions prises sont de nature à permettre à la vérité de se faire jour dans les plus brefs délais. Et c'est ce qu'il importe. Des archives décidément très chaudes, Paul Lefebvre. Alors qu'y a-t-il dans ces papiers et que peut-on en tirer? Bien, pour la plupart des historiens de la résistance que j'ai consultés tout au long de la journée, ces archives ne semblent pas valoir l'intérêt suscité par M. de Marange. Mais leur découverte publique, entre guillemets, 40 ans plus tard, par l'ancien patron du SDEC, n'en provoque pas moins une curiosité dont les motivations ne sont pas toutes historiques. Il s'agit donc d'archives de la Gestapo et de l'Abwehr qui ont peut-être déjà été inventoriées à l'époque et qui en tout cas ont été confiées aux services spéciaux afin qu'ils les étudient et les utilisent pour leur activité extérieure d'espionnage en 1944, ce qui a sans doute été fait. L'intérêt diminuant avec les années, ces archives toujours propriété du SDEC ont donc été placées dans un coin tranquille de Noisy où tout le monde les a oubliées, semble-t-il, preuve que leur traitement actif, comme disent les spécialistes, était épuisé. Contiennent-elles véritablement les accusations dont parle Alexandre de Marange dans son livre, ou celui-ci a-t-il été quelque peu emporté par le vertige de l'interview? Personne ne peut répondre pour l'instant à cette question, sauf peut-être M. de Marange lui-même, mais qui n'est pas en France pour l'instant. Reste le soupçon. Ces archives vont donc être retirées de la DGSE et confiées ces jours-ci au service historique de l'armée. Elles seront traitées et classées par des archivistes spécialisés, auquel, par parenthèse, le SDEC aurait pu faire appel si l'intérêt lui avait paru évident à l'époque. On pourrait avoir accès à ces archives dans les termes de la loi de 79, en clair et pour simplifier. Toute demande adressée au ministre de la Défense sera communiquée à la Commission nationale consultative de la résistance, qui a été créée en 70 et présidée actuellement par le général Maurice Beleux. Cette commission examinera le bien fondé de la recherche et conseillera le ministre dans sa réponse. Toute personne ou association pouvant démontrer qu'une accusation pèse sur elle aura le droit d'accès au dossier qui la concerne éventuellement. Pour ce qui prévoit la simple curiosité publique, la loi prévoit seulement que le secret peut aller, selon les cas, de 60 à 150 ans. Le temps que les passions s'apaisent, il n'y aura donc pas de grand déballage. En sport, les volleyeurs français, une nouvelle fois comme à la parade, ils viennent d'exécuter les Tchécoslovaques en 3-7 secs. Ça devient une habitude, puisque c'est le sort qu'ils avaient réservé déjà aux Chinois et aux Italiens. Les Français bien partis pour la finale. Commentaire, Patrick Montel. Années, la France se serait effondrée en de pareilles circonstances. Quand ça ne va pas du tout sur le terrain, on sait qu'on va jouer à 6, qu'on est tous ensemble et c'est à cause de ça qu'on arrive à remonter des sets comme ça. Alors quand on voit la Tchécoslovaquie qui est chaque joueur dans son coin, c'est une catastrophe. Résultat, une solidarité totale qui permet par exemple à Fabiani le passeur de se transformer en attaquant. Les 18 mois de préparation intensive avant les championnats du monde y sont sans doute pour quelque chose. Du coup, la France remporte le second set 15-13 après avoir gagné le premier 15-10. Et dans la troisième manche, ce ne sera qu'une formalité. Les Tchèques, dépassés en vitesse et en coordination, s'inclinent 15-6. Quatrième match pour l'équipe de France et quatrième victoire par 3-7-0. Petit problème de son au début de ce reportage, mais je confirme bien. Donc victoire des Français 3-7 sec face aux Tchécoslovaques.
Dans moins de 10 minutes, le rideau va se lever au Casino de Paris sur la comédie musicale de la rentrée. En vedette, Linda de Souza et Jean-Pierre Cassel pour la fameuse valise en carton. L'histoire presque vraie de Linda de Souza, revue et corrigée par Françoise Dorin. Linda de Souza et Jean-Pierre Cassel, vous êtes en direct avec nous. C'est dans 10 minutes le grand moment, c'est pas trop difficile. Vous êtes dans une valise, tenez, regardez. Ah oui, c'est très joli, très bien. Très bonne idée. C'est pas trop dur, là, 10 minutes, vous êtes tout prêt. Oui, on a le trac, oui. Mais ça va, c'est vous qui nous apprendre que c'est dans 10 minutes, c'est effrayant. Vous avez beaucoup répété, vous êtes très prêt, c'est la première ce soir, mais vous avez déjà montré ce que vous saviez faire depuis quelques jours. Oui, oui, on a eu du public et ça va, tout va bien. Chaque jour, on peut toujours faire des progrès, bien sûr, on apprend chaque jour. Mais la valise en carton, c'est la vraie, hein. C'est parce que vous avez dit presque vrai, c'est la vraie valise en carton. Et puis dire que j'ai failli la laisser à la frontière de Portugal parce qu'elle était lourde, c'était ou mon fils, moi ou la valise. J'aurais jamais pensé que cette valise pourrait me porter tant de bonheur. Cette valise en carton, on va la voir dans un instant pour de vrai, j'ai envie de dire. Elle est enchâssée dans l'entrée du Casino de Paris. Je crois qu'on ne peut pas la voir tout de suite. Mais pour commencer, une petite idée de ce qu'est ce spectacle avec un petit reportage qui a été tourné tout à l'heure par Nicole Cornu-Langlois, puisqu'on n'a pas la chance ce soir de voir cette première avec vous. Tout de suite donc, un extrait de cette valise en carton. La volonté de ne jamais perdre la foi et de penser certains y sont bien arrivés, pourquoi pas moi? Linda, vous retrouvez bien votre histoire dans cette comédie musicale revue et corrigée par Françoise Dorin? Tout à fait. Plus améliorée encore. Parce que si j'aurais raconté vraiment des choses qui me sont arrivées pendant mon passage à l'hôtel, je crois qu'elle aurait été un peu osée. Alors cette valise en carton, je le disais, c'est un véritable objet de culte maintenant, puisqu'on va le voir tout de suite avec une image qu'on a tournée tout à l'heure. Elle est exposée, elle est enchâssée dans une vitrine à l'entrée du Casino de Paris. Et je crois même que tout à l'heure, elle était gardée par 2 gardes républicains, puisqu'il y a des gardes républicains ce soir pour la première. On va voir tout de suite donc cette valise. Voilà donc l'entrée du Casino de Paris. Et donc la valise est là. Mais la voilà. C'est bien elle? Oh oui, c'est tout à fait. C'est ma petite valise en carton. Regardez l'étiquette. Vous la voyez? Oui, oui, on la voit très bien. Voilà. Elle est un peu osée, je suis désolée, mais j'ai pas eu le temps de la sticker parce que j'ai travaillé beaucoup pour mes répétitions. Et je souhaite que cette valise porte autant de bonheur à moi et puis au bonheur au public, que tous les soirs est ravi et félicite toute l'équipe et toutes les personnes qui ont travaillé autour de cette valise en carton. Mais écoutez, on vous souhaite effectivement beaucoup de bonnes choses. Le coup d'envoi, c'est dans quelques minutes maintenant. Allez vite vous préparer. Merci d'être venu. Jean-Pierre, content de vous retrouver parce qu'on ne vous a jamais vu dans une comédie musicale en France, je crois en tout cas au théâtre. Il faut venir. Eh bien, on viendra. Merci. Nous passons maintenant à la météo, maintenant en compagnie de Brigitte Simonetta, qui ne chante pas mais qui dit très bien la météo. Oui, avec la douceur automnale, celle qu'on espère toujours, Voilà, celle qu'on obtient on va vous voir, ça va être très bien. Ça va arriver. De se remettre en place. Oui, oui, je vous Voilà. parle donc de la douceur automnale, je vous disais, celle que l'on espère. Voilà. Parfois, celle que l'on espère toujours, que l'on obtient parfois. C'est vrai qu'en ce moment, nous marquons une pause et cela est dû, vous vous en doutez, à l'anticyclone. Alors, sur la photo satellite que vous allez voir, je n'ai pas mis d'inscription, ni de A ni de D, tout cela simplement parce que c'est évident, il n'y avait aujourd'hui que quelques entrées maritimes. Et bien demain, ce sera encore mieux. Pourquoi? Regardez la carte. D'abord parce que les brouillards et les brumes matinaux seront, et vous allez le voir sur la carte de prévision pour demain, brumes et brouillards matinaux qui seront moins importants et qui se dissiperont plus rapidement qu'aujourd'hui. Je vais vous la raconter si on ne la voit pas. Il faudra me croire sur parole. Là voilà. Donc ces brouillards seront moins importants qu'aujourd'hui, se dissiperont plus rapidement. L'après-midi sera très ensoleillé, même si quelques nuages persistent sur les côtes de la Manche, sur le littoral méditerranéen et sur la Corse. Et ce sera mieux encore parce que les températures maximales, celles de l'après-midi, seront en hausse de 17 à 20 degrés sur la moitié nord, de 19 à 25 degrés sur la moitié sud. Seul point noir, avec le changement d'horaire, nos journées nous paraissent bien courtes, d'autant que demain nous aurons 3 minutes de soleil en moins.
ce dernier jour de septembre, il se lèvera à 6h49, se couchera à 18h31 et ce sera la Saint-Jérôme, pas Sainte. Jérôme, c'est un prénom masculin, bien sûr. On ne connaît pas le Jérôme au féminin, c'est vrai. Dernier journal avec Jérôme Pradino, ce sera aux environs de 23h, 23h05. Et puis demain, 6h45, Télématin, bonsoir. Et à demain, 20h. C'est Bernard Pradino.